Donc bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Donc le thème d'aujourd'hui, effectivement, c'est si on arrêtait d'entreprendre seul. Alors c'est forcément dit de manière un petit peu provocante. Le constat, il vient d'où? Alors il vient du fait que, alors depuis 2009, on accompagne des porteurs de projets. Depuis 2013, on a un guichet d'accueil où on tient des statistiques sur les besoins des porteurs de projets. Et en fait, ce qui apparaît de manière assez évidente pour nous au fil du temps, c'est que certains porteurs de projets pouvaient en aider d'autres, mais n'avaient généralement pas du tout ce réflexe. Et même lorsqu'on a monté des programmes collaboratifs d'accompagnement, par exemple le programme de mentorat dont vous entendez beaucoup parler aujourd'hui, mais on a d'autres effectivement programmes de ce type-là, notamment des programmes de coaching dont on parlera un petit peu dans la partie remise des prix. Même là, c'est très difficile de faire collaborer les gens ensemble. Cette espèce de réflexe de dire je dois absolument faire un projet seul et je ne vais même pas regarder ce qui existe qui ressemble, c'est vraiment quelque chose de très ancré et je pense, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui a clairement ses limites et qui peut aussi provoquer un épuisement du porteur de projet, voire un échec du projet dans son ensemble. Après, je vous parlerai de quelques limites à entreprendre seul. Alors, il y en a sans doute beaucoup et là aussi, je vous interrogerai un peu si vous en identifiez d'autres. Et puis, je vous parlerai de quelque chose qui s'appelle la théorie U, qui est quelque chose qu'on utilise dans le cadre de nos ateliers, de nos laboratoires et qui peut être une source d'inspiration pour non seulement éventuellement mettre ses propres défis en fait en discussion avec les autres, mais aussi réfléchir de manière plus générale, plus holistique, plus systémique. En fait, comment je peux contribuer à quelque chose de plus grand? Et puis, je vous parlerai de trois inspirations, dont un des invités. Mais bon, je ne veux pas vous dire maintenant, je vous dirai après dans le cours de la discussion. Et puis enfin, on fera effectivement un échange sur la base de vos questions. Donc, effectivement, vous connaissez peut-être ce proverbe qui est « seul on va plus loin, ensemble on va plus vite ». C'est vrai que c'est souvent le réflexe de se dire « j'ai une idée révolutionnaire, je fais des trucs vachement différents des autres, je me lance ». Et puis, il y a une énergie, c'est magnifique, il y a plein de choses. Mais la question, c'est sur le long terme, comment ça se passe, tout ça? Par exemple, un exemple concret, moi, le nombre de cas maximum que j'ai, ce sont des gens qui, alors, dans le même associatif, je l'accompagne dans le domaine entrepreneurial et associatif. Et dans le domaine associatif, j'ai énormément d'assauts qui arrivent vers 2-3 ans de vie à peu près. Tout le début, c'est fait sur la base de l'énergie de la créatrice, du créateur et éventuellement une petite équipe déjà. Et puis, au bout de 2 ans, ils en ont marre de faire du volontariat, ils voudraient collectiviser le projet un peu plus largement. Et puis là, c'est comment on fait, je ne sais plus, quand j'explique mon projet aux gens, ils ne le comprennent pas, etc. Et c'est vrai que plus tôt on réfléchit à comment, en fait, je peux arriver à communiquer sur mon projet, sur les valeurs et à impliquer déjà très tôt des gens dedans, plus ça peut limiter les chances, le risque, on va dire plutôt, de se retrouver en situation de blocage 2-3 années après. Donc, moi, j'ai mis là quelques limites que je vois à l'entrepreneuriat solo. Alors, il faut voir que ça dépend aussi de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat solo. Je connais pas mal de gens, par exemple, qui sont indépendants, mais qui agissent déjà en réseau. Donc, ils font partie d'une association d'indépendants, ils sont déjà dans une logique un petit peu collective. Mais c'est vrai qu'un nombre de personnes, et c'est notamment très fort chez les femmes entrepreneurs, vont se lancer dans leur coin tout seuls. Et en plus, alors pourquoi je dis que c'est fort pour les femmes entrepreneurs? Mais il y a quand même pas mal de femmes, il n'y a pas que ça, mais il y a pas mal de femmes qui entreprennent autour de la période de parentalité. Là, à ce moment-là, on est dans son foyer, on n'investit pas, on lance son projet depuis chez soi et on ne voit personne. Donc ça, c'est une première dimension. Il y a aussi la difficulté, des fois, à aller dans des événements, etc. Voilà, donc c'est comment on réfléchit assez tôt, soit effectivement à lancer son projet, mais être déjà dans une logique de réseau, soit carrément à aller vers des modèles un peu plus complexes dont je vous parlerai après. Et les limites que je vois dans l'entrepreneuriat solo, là, je vous ai mis un peu 3 grandes catégories. La première, c'est dans le domaine des finances. Si vous êtes seul, en fait, vous portez l'intégralité des risques du projet. Donc, c'est vrai que si vous faites à plusieurs, déjà, vous bénéficiez des expertises des uns et des autres, ça, on en reparlera après. Mais aussi, il y a un aspect mutualisation de risques. Très concrètement, par exemple, si vous êtes au sein d'un espace si vous prenez un local par vous-même, ça va vous coûter 800, 1000 francs minimum, et puis vous allez devoir vous engager sur 5 ans, mettre, etc. Tandis que si, par exemple, vous rejoignez un lieu collectif, par exemple, un espace de coworking, vous avez des coûts qui sont bien moindres,
vous baissez vos coûts fixes et du coup, vous êtes dans une autre dynamique. C'est la première chose. Mutualisation des investissements aussi. Je connais plein d'entreprises qui disent « Ah, il faut que je m'achète un plotter. Un plotter, c'est une grosse imprimante qui répond à plein de choses. Il faut que je m'achète ceci, il faut que je m'achète cela. » Et ces gros engins qui coûtent extrêmement d'argent, en fait, ils vont l'utiliser 3 fois dans l'année. Donc, c'est de nouveau pas totalement rationnel. Il y a des choses qui peuvent être vraiment mises en mutualisation et ça vous fait gagner de l'argent. C'est un peu cru, mais c'est la réalité. Et puis, il y a aussi une autre chose. Alors, c'est peut-être plus difficile pour vous de vous en rendre compte, mais c'est aussi le côté confiance pour les investisseurs. Si vous êtes sur un entrepreneur solo, ils vont vraiment regarder vos conditions, ils vont regarder si vous avez les épaules pour le faire, ils vont vous regarder si vous êtes à temps plein sur votre projet. Si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, l'accès au financement va être plus difficile, que ce soit prêt, que ce soit investisseur, etc. Et une deuxième grande dimension, c'est toute la notion de RH. Alors là, je l'ai mis au sens large, mais par exemple, en tant qu'entrepreneur solo, en fait, vous devez faire 50 métiers différents. Vous devez être un bon communicant, un bon administrateur, un bon stratège, un bon chercheur de fonds. Enfin, vous devez faire tous les métiers. Humainement, personne ne peut faire ça. On appelle ça le syndrome de la Wonder Woman. Je suis sûre qu'il doit y avoir existé un autre terme un peu plus large, mais c'est la notion de c'est bon, je gère tout, c'est bon, je gère tout. Mais il y a forcément des domaines dans lesquels vous êtes naturellement bon, des domaines dans lesquels vous allez naturellement pas maîtriser. Alors bien sûr, vous pouvez vous améliorer dans tous les domaines, mais c'est un effort énorme. Et les gens qui me disent, par exemple, moi je délègue pas ma compta parce que je veux tout comprendre, et je délègue pas non plus ma com parce que je veux pas que quelqu'un m'arnaque, etc. Au bout d'un moment, il y a une limite très rapide à ça, qui est que vous allez faire des boulettes, vous épuiser, vous agacer aussi, parce que vous pouvez vous retrouver à passer 60% de votre temps à faire des choses que vous n'aimez fondamentalement pas faire. Donc, en ayant autour de vous une équipe un peu plus dense avec chacune ces personnes ayant ses compétences, en fait, vous maximisez vos chances de vous retrouver à faire des actions au jour le jour qui correspondent à vos motivations et aussi à vos domaines de compétences. Et puis, de manière plus large, il y a toute une notion de créativité. Typiquement, nous, on le vit tous les jours dans l'espace de coworking, c'est que vous êtes en train de caler sur un dossier, un truc, un machin, vous allez boire un café et vous dites « Ah, mais c'est galère, je bloque là, etc. » Vous en parlez 2 secondes 30 et là, d'un coup, vous allez bénéficier d'un premier tour, d'un deuxième retour, etc. Et c'est comme si ça vous donnait du coup cette capacité à sortir de votre problématique et de pouvoir en fait trouver des solutions un petit peu plus positives. Donc ça, moi, ce sont les limites que je vois. Pour moi, en tout cas, ce sont les 3 points qui viennent énormément. Peut-être le dernier qui me vient, c'est surtout l'angle de communication, mais c'est pareil, c'est dans l'aspect de la mutualisation dont je parlais avant. Communiquer pour X projets, chacun nécessitant une stratégie com, etc., c'est épuisant. Il y a par exemple une association qui s'appelle Alveo Design, qui est très intéressant et qui fait en fait des campagnes de communication collaborative. Donc, plutôt que de dire je vais communiquer sur X associations individuellement qui parlent de violence contre les femmes, je prends ce thème parce que c'est une des campagnes qu'ils avaient faites, en fait, on va mettre toutes ces associations dans la même salle, on va les faire réfléchir à une stratégie et du coup, on va faire une campagne de sensibilisation sur la violence contre les femmes et on va y représenter les différentes associations qui pourront s'approprier le matériel. Donc, même en termes de com, en fait, vous pouvez vraiment changer de niveau, on va dire. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, il y a une chose dont je voulais vous parler, c'est effectivement, donc c'est quelque chose qui s'appelle la théorie U. Il y aurait plusieurs manières de le dire, mais en fait, si vous voyez l'endroit où je mets mon petit curseur, ce qui se passe souvent, c'est quand on a un défi, souvent, on est là, on cherche une solution, et puis souvent, quand on est dans l'urgence, directement, hop, on essaye de passer à une solution. C'est qu'on a un défi, on réfléchit, on fait à la limite un tableau en plus et en moins, qui est donc un processus uniquement intellectuel, et à la fin, on prend une décision. Et puis, il y a une autre chose qui est envisageable lorsque vous avez un défi, et ça, en termes de matériel collaboratif, c'est vraiment très intéressant, c'est d'essayer, en fait, vous analysez votre défi. Je ne vais pas passer à travers toutes les phases, mais en gros, vous le partagez aux personnes de votre groupe, vous expliquez selon votre perception. Il y a aussi un moment où vous vous déconnectez du sujet, c'est-à-dire que vous partez dans l'émotionnel. Souvent, en fait, quand on est bloqué face à un défi, c'est que ça réveille quelque chose en nous. Vous avez un PowerPoint à sortir pour la semaine prochaine, et puis d'un coup, vous bloquez devant. D'habitude, vous sauriez le faire. Mais là, d'un coup, vous
bloquer parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Et le fait d'être soit dans l'échange avec les autres, soit à un moment donné, de sortir du sujet, d'aller vous balader si ça vous fait du bien, etc., et de revenir devant l'objet, en fait, ça vous aide à avancer. Et à un moment donné, va émerger une solution qui ne va donc pas être une solution forcée, mais une solution qui va émerger naturellement du groupe ou de votre connexion à vous-même. Donc ça, c'est une autre manière en fait de faire. C'est d'être dans un processus, donc il y a un processus complet qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Otto Scharmer et qui propose des programmes en ligne, en anglais, en français. Moi, c'est un programme aussi que j'applique à une plus petite échelle dans des processus collaboratifs. Et en fait, c'est de partir d'un problème et de prendre le temps de laisser émerger une solution. Et cette solution, pour qu'elle émerge de manière un peu naturelle, notamment au sein d'un groupe, c'est bien de le faire effectivement en prenant le temps et en prenant le temps de ne pas être uniquement sur un processus intellectuel, mais aussi de se rendre compte des émotions que provoque ça. Et puis, l'avantage aussi de partir dans ce type de processus, parce qu'on peut le faire soit au sein d'une équipe, donc j'ai une asso, j'ai un défi, je mets ce défi en consultation et je laisse émerger ce qui doit émerger. Vous pouvez aussi le faire avec des gens de l'extérieur. Donc nous, on organise des ateliers. Moi, j'en organise. Ma collègue Sandra, que vous avez croisée aujourd'hui aussi, en organise avec une méthode différente. Et en fait, on va mettre un défi en consultation et on va recevoir des feedbacks, des propositions. Et de là, va émerger quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, les gens qui donnent leur feedback, il y a une forme de don. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si on donne son input pour un autre projet, souvent, ça fait miroir et on y gagne pour notre propre réflexion. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que peut-être aujourd'hui, vous allez être un contributeur pour un autre projet, mais demain, c'est vous qui allez recevoir le feedback. Donc, il y a toujours un moment donné où ça vous donne en fait des possibilités d'alimenter votre propre projet d'autres idées. Pour encore toucher un mot de ça, en fait, il y a toute une théorie qui s'appelle effectivement From Ego to Ecosystem. Donc, le mot est assez beau. Donc, ego, c'est moi, je suis… dans l'entrepreneuriat, c'est très fort. Ah, moi, j'ai travaillé 20 ans dans une boîte, mais j'ai la bonne idée pour changer le monde. Donc, je vais créer mon entreprise sociale. Mais des fois, les gens qui font ça n'ont même pas regardé ce qui existe. Quelles sont les associations qui sont déjà là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui font déjà quelque chose de très, 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 très proche? Est-ce que mon énergie, elle est plus utile à lancer un projet par moi tout seul, parce que moi, je suis le plus fort, je schématise un tout petit peu, ou à aller humblement vers un autre projet en disant, est-ce qu'on arrive à faire ensemble? Juste un point d'attention, il faut aussi quand même faire attention à qui vous ouvrez la porte. Moi, j'ai eu des situations qui m'ont agacée, mais profondément, parce que quand on a une intention sincère de partage, il faut quand même vérifier les intentions de la personne en face de vous. Donc, c'est l'exemple un peu extrême, mais il faut quand même faire attention avec qui vous collaborez. Dans les schémas de collaboration qu'on utilise, on part toujours des valeurs. Vous pouvez avoir des méthodes d'action différentes, mais il faut que vos valeurs et vos intentions aient au moins 3 à 4 points de similarité. Si ceux-là ne sont pas respectés, en fait, il y a un warning, il y a un danger, en fait. Donc, on fait des bilans de valeurs à titre personnel. Et puis, le fait d'identifier, en fait, quelles sont vos valeurs non négociables vous permet, en fait, de déterminer les environnements dans lesquels vous pouvez être dans la collaboration et les environnements, en fait, dans lesquels vous allez vous retrouver dans une situation d'inconfort ou même des fois de hiatus. Et ce qui est important, ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est qu'en fait, si on part de la notion de collaboration, ça a de l'impact sur plein de choses. C'est-à-dire que même si au début, vous étiez seul et puis après, vous avez embauché 1, 2 personnes, 3, 4 personnes, déjà, vos valeurs, elles vont aussi déterminer qui vous embauchez, et d'une. Et puis, si vous êtes vraiment dans la collaboration, vous ne pouvez normalement pas être dans un principe qui s'appelle top-down, à savoir c'est le boss qui décide, puis les autres, ils appliquent. Parce qu'en fait, c'est en contradiction avec une notion de collaboration avec les autres organisations. Donc, du coup, ça implique d'avoir une réflexion sur quel type de management vous voulez mettre en place. L'année dernière, par exemple, dans les personnes qu'on a accompagnées dans le mentorat, donc pas cette année, l'année dernière, il y a eu 3 à 4 personnes qui ont dit « je ne me sens pas leader et donc je ne suis pas sûre que je dois être la chef d'entreprise ». Donc, c'était vraiment dans ce cas-là des femmes qui s'exprimaient de ces manières-là et qui ont dit « j'ai entendu parler de l'acratie, j'ai entendu parler de nouvelles modèles de management, j'aimerais savoir comment ça fonctionne et j'aimerais les mettre dans mon projet très tôt parce que je pense que sinon, je n'arriverai pas à assumer ma posture de chef d'entreprise. » C'est intéressant parce que ça implique de réfléchir en fait comment vous agissez. Est-ce que vous agissez en tant que chef d'entreprise ou est-ce que vous agissez comme un élément d'un projet
peut-être celui qui est devant, c'est vous qui avez eu la première idée, mais vous n'êtes pas la seule personne et vous n'êtes pas la seule personne qui communique et qui fait. Ça a un impact aussi sur la gestion des ressources. Si vous collaborez, fatalement, vous aurez peut-être besoin de moins de ressources, donc vous utiliserez moins de ressources. Donc, en fait, tout cela a aussi un impact au final sur l'impact des projets. Ça a un impact sur la conciliation des vies. Un exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est Ecoservice. Ecoservice, c'est une boîte qui a été créée par 2 fondateurs, hommes pour le coup, et ils ont dit, nous, en fait, on n'a pas du tout envie de travailler à 150%, et donc on préfère se mettre à 2 et travailler officiellement à 80%. Donc, ils l'ont fait pour eux-mêmes, mais pour être cohérent, ils ont dit, on refuse d'engager des gens à plus de 80%, donc tout le monde dans la boîte à max 80%. Et donc, si vous réfléchissez comme ça et si vous réfléchissez avec une autre manière de réfléchir le management et le partage, en fait, vous pouvez vous permettre éventuellement des schémas en termes de conciliation des vies qui ne sont pas les mêmes et qui sortent du stéréotype. Et puis, la dernière chose que je mettais ici, c'est la notion de pivot entrepreneuriaux. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. J'ai eu connaissance de 2 projets, en fait, qui au départ se sont lancés en disant on va faire un projet complet où, par exemple, il y en avait un qui était il voulait faire des aliments utilisant de l'or. Alors, je ne justifie pas le projet en lui-même. À titre personnel, ce projet me semble absurde, mais c'est un autre débat. Il voulait faire des aliments avec de l'or dedans pour une certaine clientèle qui voulait ça. Et en fait, quand il a voulu implémenter ce projet, il a dû faire une recherche, mais dans tous les pays du monde, pour identifier des sources d'or équitables, durables et qui puissent utiliser réellement en or alimentaire. Et il a trouvé une source exceptionnelle. Et à force d'en parler autour de lui, il s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres porteurs de projets qui avaient besoin d'or de qualité, mais qui n'avaient pas le temps de faire une étude à travers le monde. Et là, il a fait un pivot, ce qui s'appelle un pivot, c'est-à-dire que plutôt de lancer son produit avec son or, il s'est dit, mais en fait, j'ai trouvé une source d'or exceptionnelle, et moi, en fait, je devais devenir la personne qui fournit en or tous les autres porteurs de projets. C'est un exemple. Ce que j'appelle à ce moment-là se focaliser sur notre zone d'excellence, c'est plutôt que de vouloir faire tout, et généralement quand on fait tout, on fait les choses pas très bien, il a trouvé un domaine dans lequel il était excellent et il en a fait le cœur de son business et il est devenu une référence pour les autres. Ça, c'est un exemple. Et puis, je vous ai mis 3 inspirations locales parce que je ne veux pas non plus vous parler que de projets internationaux, ce n'est pas le but. Et puis, je vais vous parler de la première. Je vais laisser Yann, du coup, dire un mot sur la deuxième, mais je compléterai volontiers. Et puis après, je vous parlerai aussi de ce qu'on fait et la manière dont on aborde les choses. Donc, Amala, par exemple, c'est l'un des gagnants du programme de mentorat l'année dernière. C'est un projet qui est issu de l'association Découvrir. Et ce qui se passe, en fait, c'est que l'association Découvrir aide des femmes migrantes qualifiées à chercher un emploi. Mais ces femmes, souvent, ont un processus très long pour faire reconnaître leur diplôme. Et ça prend des fois 36 mois, 48 mois pour avoir la reconnaissance de leur diplôme. Et du coup, ce qui se passait, c'est que ces femmes, dans l'intervalle, n'avaient pas de source de revenus. Et donc, du coup, il y en avait énormément qui lançaient des petits business dans leur coin. Et énormément d'entre elles étaient dans le domaine du traiteur, mais il y en a aussi dans d'autres domaines, par exemple l'architecture ou la création, etc. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu une réflexion de dire, mais en fait, c'est complètement absurde, parce que du coup, on a plein de micro-entrepreneurs qui font des micro-revenus, puis chacune de ces personnes individuellement doit se faire connaître, doit se faire accepter, etc., etc. Et au bout d'un moment, la personne qui gérait un peu les projets a dit, mais vous ne voudriez pas vous causer et pas faire ensemble. Et puis, effectivement, et du coup, a été créée cette association qui regroupe toutes ces femmes migrantes qualifiées entrepreneurs. Alors, en fait, ils le font, c'est un peu par thème, c'est-à-dire qu'ils ont fait une coopérative, enfin, une association. Je dis coopérative parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez proche au niveau de fonctionnement. Une association pour les traiteurs, une association pour les architectes, etc., etc. Et les gens, du coup, font ensemble, mutualisent, ce qui est une force énorme, d'autant plus pour des femmes migrantes. Déjà, en tant que femme, c'est pas, enfin, on pourrait rentrer dans le débat, mais il y a des clichés auxquels on est confronté, il y a des difficultés additionnelles auxquelles on est confronté, mais en tant que femme migrante, il y a des obstacles en plus, on n'a pas les réseaux, on n'a des fois pas la langue, etc. Et le fait de faire ensemble, en fait, évite de partir dans l'épuisement, dans le mur, dans la difficulté, enfin, limite les chances, limite les risques, disons. Et puis voilà, la deuxième inspiration, effectivement, que j'ai mis, c'est Néonomia, qui donc, je le dis avec quelques mots, puisque tu avais l'air de pas trop savoir
comment présenter le truc tout à l'heure. Mais en gros, voilà, c'est une coopérative, c'est des gens qui se mettent ensemble et qui font ensemble. Mathilde aussi, sont toi libre de dire un mot sur ce projet. Et je trouve que c'est une manière intéressante aussi d'aborder l'entrepreneuriat, donc sans faire la même chose, mais en faisant ensemble. Exact, je peux dire un mot, Bien Aurore? sûr. Ouais, merci de nous mettre en avant comme ça, c'est sympa. Oui, bah, écoute, j'ai un peu bu les paroles d'Aurore tout à l'heure. C'était un petit peu les motivations de Neonomia, hein, de mutualiser tous les frais, de pouvoir se payer des spécialistes. Finalement, que sont les administrateurs, les comptables, et pouvoir éventuellement faire de la communication en commun. D'où l'idée de se mettre en coopérative, mais tous de garder notre activité entrepreneuriale propre, mais finalement de travailler pour la même structure. Où l'idée derrière tout ça, c'était bien sûr de mutualiser, comme je viens de le dire, mais aussi de pouvoir partir ensemble sur des projets, de bénéficier, moi ce que j'appelais, c'est de la mutualisation sociale. C'est-à-dire qu'on bénéficie de l'expertise de chacun pour avoir des conseils, si on veut un peu de coaching pour développer notre propre activité, peut-être prendre de l'expérience des autres. Mais aussi, ce qui n'a peut-être pas été dit tout à l'heure par Aurore, c'est de pouvoir partir sur des projets plus gros. Par exemple, moi qui suis un petit peu dans la rédaction scientifique et dans la com scientifique, des fois on me demande un mandat d'écriture et puis avec le site web, avec des photos, je ne peux pas le faire. Bien sûr, une solution, c'est d'aller chercher un autre entrepreneur pour partir ensemble avec un contrat à plusieurs. Mais là, c'est d'aller chercher à l'intérieur de la coopérative des compétences, donc de pouvoir aborder les choses un peu plus en grand. Puis, ce qui est propre à Neonomia, et toute l'idée de Neonomia vraiment qui est fondatrice, c'était d'offrir un statut aussi qui n'existe pas. Parce qu'on avait vu que ces entrepreneurs tout seuls, le statut en Suisse d'indépendant est un peu précaire, c'est-à-dire que vous payez, vous cotisez pour votre chômage, mais vous n'avez pas droit au chômage, alors que si vous êtes salarié d'une structure, vous y avez forcément droit. Et c'était un petit peu ce statut d'entrepreneur salarié qui nous intéressait aussi et qu'on pouvait offrir à travers une structure. Et puis, pour piloter tout ça, on compte sur chacun et donc on fonctionne en gouvernance partagée. Et puis vraiment, comme là encore, chaque expertise, chaque corps de métier va pouvoir apporter de son expérience, son savoir-faire pour le pilotage de la structure en soi, quoi, en plus de sa propre entreprise au sein de la coopérative. Voilà, un tableau un peu rapide et grossier. Moi, je veux bien partager aussi un bout de mon expérience. Donc, je suis rentrée à Neonomia depuis 1 an, grâce à Aurore d'ailleurs, qui m'a mis en lien avec la structure. Merci encore. Et moi, je me suis rendu compte, surtout les 2 plus gros bénéfices que je vois aujourd'hui, mais il y en aurait beaucoup, mais c'est cette capacité à avoir la palette de compétences plus large que simplement je gère mon petit projet, parce que j'ai un passé dans la finance, dans la compta, et que oui, je peux aussi offrir des mandats dans la finance, dans le coaching, et que l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est aussi l'ouverture des potentiels et puis la créativité ça nourrit beaucoup ma créativité de rencontrer d'autres entrepreneurs et de faire partie de l'équipe. Et puis donc les synergies qui se créent aussi du fait qu'on travaille ensemble, qu'on a une vision commune, qu'on a une journée par année où on va réfléchir au vert à la structure de Neonomia et puis on se rend compte des compétences, des affinités. Donc il y a tout ce côté informel en plus du côté formel qui facilite vraiment le développement d'affaires et cette source de confiance et puis où on se sent en sécurité, puis on peut avoir confiance en ses capacités, en fait qu'on est soutenu par une équipe. Donc ça va beaucoup plus loin que juste un partenariat ou une collaboration ponctuelle. Il y a la notion de durée et puis de grandir ensemble, comme tu disais aussi avant. Merci pour votre témoignage, votre retour. Voilà, puis le dernier exemple que je voulais donner, effectivement, nous, on a 2 aspects qui sont plus liés à la partie collaboration. Le premier, effectivement, c'est qu'on a fait jusqu'à présent des ateliers collaboratifs, donc soit sur des thématiques. Donc, par exemple, on disait, on sait que vous êtes 8 porteurs de projets actuellement qu'on suit sur le domaine de la mode durable. Rencontrez-vous, parlez de vos besoins, etc. Et réfléchissons ensemble à vos défis. Et c'était très fréquent que sur des projets comme ça très proches, il y en a une qui dise moi, je galère actuellement pour trouver un fournisseur de qualité en Suisse. Puis il y en a une autre dans la salle qui dit mais ça j'ai déjà fait, c'est bon, j'ai trouvé, je te file l'info. Alors moi, du coup, actuellement, mon défi, c'est ça. Puis pouf, il y en a une autre dans la salle qui dit mais nous, tu sais, du coup, on a créé un nouveau workshop et on le met à disposition. Puis tu avais limite la moitié des problèmes qui étaient résolus autour de la table, même dans le cas là où c'était des gens qui, sur le principe, étaient concurrents. Mais même si tu es concurrent,
concurrents, moi j'incite toujours les gens à dire, mais soit vous voyez les gens comme des concurrents et vous ne leur parlez pas, mais de toute façon ils sont quand même là, soit vous leur parlez. Puis souvent en fait, vous êtes là, vous avez un domaine de spécialité, l'autre est là, un domaine de spécialité, mais il y a un endroit au milieu où en fait vous faites les deux. Et puis ça, potentiellement, si vous le mutualisez, vous êtes déjà mieux. Donc ça, c'était une approche. Et puis l'autre, après, ça a été de dire, ben voilà, on va vraiment faire un atelier où on travaille sur les défis d'un entrepreneur ou un autre. Donc ça, c'est un programme qu'on est en train de relancer pour l'année. On l'avait mis un peu en pause avec le Covid. Donc voilà, si vous avez envie d'être tenu informé de ça, volontiers. Puis j'ai quand même rajouté la notion de coworking parce que en plus des ateliers où on favorise cet échange, il y a vraiment tous ces échanges informels. Et c'est vrai que le fait de venir coworker même ponctuellement, on se rend compte que la petite discussion autour de la tasse à café ou thé, hein, ça marche aussi, on est d'accord, a juste un impact qui est insoupçonné. Et puis, ah oui, j'aime beaucoup cette phrase, je vous l'ai mise. Lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà, mais si tu écoutes, tu pourras sûrement apprendre quelque chose de nouveau. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est très parlant dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les gens, même quand ils vont par exemple voir un investisseur ou un partenaire, etc., ils causent, ils défendent leur truc, et en fait, ils n'écoutent pas ce qui vient dans l'autre sens. Et en fait, c'est des fois, enfin moi, par exemple, quand je travaille avec des porteurs de projets qui vont voir un partenaire, je leur dis de manière hyper sèche, je leur dis, si vous parlez plus de 50% du temps, c'est que vous avez loupé votre entretien. Alors généralement, les gens sont là genre, ah bon, t'es sûr, etc. Parce qu'en fait, si tu leur dis pas ça, ils vont parler 80% du temps. Et dans ce cas-là, ils n'auront pas écouté ce qui se passe en face. Voilà. Quand vous allez voir quelqu'un, laissez la porte à l'autre pour comprendre son univers. Et c'est en fait avec la combinaison des deux univers que vous pouvez faire des choses juste plus fortes, je dirais. Voilà, je vais pas partir dans plus de théorie. Moi, je suis aussi très intéressée à… Alors, l'exemple sur la F1, alors je vous lis quand même, hein, parce qu'il y a un exemple sur le… Est-ce que c'est Lewis Hamilton qui a gagné le dernier Grand Prix de F1 ou est-ce que c'est la voiture? Je suis là, je ne me sens pas suffisamment qualifiée pour vous répondre. Donc, si on a un expert dans la salle, vous nous dites. Mais voilà. Et sinon, volontiers, donc pour répondre à vos questions, si vous avez, vous, des vécus, des interrogations, volontiers, on démarre de là. N'hésitez pas, allez-y, venez. Alors, j'avais une petite question. Oui, vas-y. Pour la théorie du U, Oui. si on a le temps, j'aurais bien aimé un petit exemple. Même rapide, hein, mais je trouvais ça intéressant. Voilà. Alors, la difficulté, c'est que, en fait, ça se vit enfin, un exemple, ça serait un exemple. Enfin, en fait, c'est un processus. Donc, il n'y a pas d'exemple à proprement parler, dans le sens où il faudrait prendre un cas. Alors, je peux essayer de te prendre un cas fictif ou un cas que moi j'ai utilisé. Je réfléchis. Ouais, non, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça. Si tu veux, le truc, c'est, je sais pas, j'essaie de prendre un exemple sur la base en tout cas d'une question que j'ai eu à me poser à un moment donné. Nous, à un moment donné, on est dans des locaux plus petits. Et puis, on a vu un local plus grand et on s'est dit, tiens, est-ce que c'est ou pas une opportunité d'ouvrir un espace de coworking? Parce que je ne voulais pas des locaux plus grands pour avoir des locaux plus grands, je voulais avoir des locaux pour partager. Là où c'est intéressant, c'est que j'ai commencé, donc moi j'avais mon idée de la chose, je ressentais quelque chose. C'est là aussi c'est la raison pour laquelle je parle de, il n'y a pas que l'intellectuel, il y a aussi les tripes. Et des fois, on a une sorte d'intuition, quelque chose qui nous drive vers une réponse. Dans ce cas-là, mon cœur, si on doit être un peu synthétique, me disait oui. Mais si je regardais les plus et les moins en termes de, par exemple, de risque, si on parle de ça, il y avait un équilibre, voire ça tendait plutôt vers le négatif. Puis j'en parle à une personne qui est plutôt rationnelle dans sa tête, qui me dit non, il ne faut surtout pas y aller. J'en parle à une deuxième personne qui me dit une autre histoire, etc. Le problème, c'est que si tu vas en parler à des gens qui ne sont pas dans tes intentions de base, en fait, ils vont te donner leur perspective, mais leurs perspectives ne vont pas forcément, toi, t'aider à prendre la décision. Et là, dans ce cas-là, si on essaie de faire une pseudo-application de la théorie U. En fait, nous, à ce moment-là, en tout cas, on s'était réunis en équipe
Et on avait dit, en fait, on était vraiment revenu sur le pourquoi. Souvent, en fait, quand tu prends une décision, c'est sur le comment. Ah, si j'ai un local plus grand, je vais payer plus, je vais avoir plus de machin, je vais avoir plus de ceci, je vais avoir plus de cela. Et là, en fait, c'est de dire pourquoi on veut le faire, quel problème ça résoudrait. Et de le faire avec une équipe de gens qui sont convaincus par ce que tu fais, qui sont au cœur de tes valeurs. Et là, du coup, si tu prenais un cas comme ça, tu fais une séance, tu fais effectivement au début tes analyses. Donc, la personne qui présente le problème, elle va dire, moi, mon problème, mon défi, ma question, c'est ça. Voilà les arguments que… Donc, on part sur l'intellectuel au début. Voilà les arguments pour, les arguments contre, etc. Et puis après, il va y avoir tout un travail où on va dire, OK, déjà, les gens vont te donner leur feedback. Et là, tu vas en fait avoir… Par exemple, tu n'as pas le droit de répondre, tu dois juste prendre le feedback. Souvent, ce qui se passe aussi dans ces processus-là, c'est que quelqu'un te dit quelque chose et tu vas essayer de discuter, de contre-argumenter. Mais en fait, là, l'idée, c'est de dire, il me fait ce feedback, ça me fait quoi? Des fois, en fait, en fonction de la manière dont tu reçois le feedback, ça veut dire que c'est en train de réveiller quelque chose en toi ou ça veut dire que c'est complètement hors champ. Donc déjà, voilà, tu prends le feedback et tu te tais. Des fois, c'est utile aussi de se taire parce qu'en fait, ça permet d'écouter ce qui se passe. Et puis après, si tu veux avancer dans le processus, tu vas avoir une sorte de situation où tu n'as pas encore complètement clarifié, mais tu vas aller faire une activité avec l'équipe sur un autre sujet. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais le fait, en fait, avec la même équipe de faire une activité sur un autre sujet, le premier sujet, il reste présent et en fait, va émerger autre chose. Parce que si tu te focalises que sur un sujet, en fait, tu vas toujours être dans ce truc, genre, il faut que je décide maintenant. Non, laisse le temps, fais autre chose. Et quand tu reviens, en fait, les choses ont fait un chemin dans la tête des gens. Et après, tu reprends le processus de modération. Et à la fin, en fait, c'est même pas genre, OK, vous avez pris quoi comme décision? C'est que, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. À la fin, les gens disent, en fait, ce qui est sorti, c'est-à-dire ce qui est sorti de l'équipe, c'est on va faire ça de telle ou telle manière. Et effectivement, si je reprends par rapport à l'exemple que je prenais au début, les arguments intellectuels disaient non, les tripes disaient oui, quand on en a parlé à plusieurs personnes. Et en fait, quand les tripes, elles disent oui, tu y vas et les choses arriveront, quoi. Alors, voilà, vous y croyez pas, mais en tout cas, c'est pas juste des théories fumeuses. Enfin, si on prend théorie U, c'est basé sur des théories de neurosciences. Donc, il y a tout un travail en fait scientifique derrière. Donc c'est sur une journée que tu fais Souvent ça. sur une journée, ou en tout cas, c'est sur du temps long. C'est minimum 3 à 4 heures. En fait, si tu es dans une séance de décision courte, tu vas être sur action-réaction. Si tu es dans une séance longue et tu intercales avec autre chose, c'est là, et avec tout un processus de modération, en fait, c'est là qu'émergent les choses, en fait. Ok, merci beaucoup. Mais si je peux me permettre, Aurore, la théorie du U, moi, tu peux la pratiquer au quotidien. Je sais pas, tu rentres à la maison, tu trouves des chaussettes, tu peux dire, ouais, ces chaussettes, c'est pas… tu vois? Les chaussettes, vas-y, développe, ça m'intéresse. Ouais, c'est de la pratique tout le temps, quoi. Entre soi et soi. Ça serait quoi justement les éléments clés? Enfin, comment tu pourrais vivre différemment cet événement? C'est pas faux ce que tu dis, mais voilà, si tu arrivais à dire avec des mots, comment tu pourrais vivre cet événement différemment? Ouais, là, je suis en train de relire le bouquin de CNV et puis ça me fait vraiment penser à… J'observe, tiens, voilà, il y a ces chaussettes dans l'entrée, ça me met dans un état anxiogène. Qu'est-ce que ça fait comme sensation dans mon corps? Ben voilà, je sens que j'ai encore envie de vomir ou j'ai la nausée. C'est quoi comme sentiment? En fait, ça veut dire quoi pour moi? Je ne suis pas respectée, donc j'ai besoin de lâcher prise avec tout ça. Enfin, c'est prendre la distance avec cet événement. Mais ça, c'est un des éléments de la théorie du U qui est effectivement la connexion à soi-même. Donc, tu peux appeler ça mindfulness, tu peux appeler ça de différentes manières. Ça, c'est un des éléments de la théorie du U. Là où c'est important, c'est que ce n'est pas juste comment moi je me sens et du coup comment j'agis. C'est de mettre en fait la décision dans un processus collaboratif avec les autres utilisant la présence. Donc, en fait, tu crées la collaboration via la présence. C'est ça la différence par rapport à l'exemple que tu donnes. C'est-à-dire que oui, il y a la connexion à qu'est-ce que ça me crée, pourquoi je réagis, pourquoi c'est important pour moi et du coup, je décide. Mais en fait, c'est que si tout le monde fait le processus au même moment, ça crée un niveau de collaboration qui est un réel niveau de collaboration basé sur les valeurs et pas basé sur j'ai une liste de tâches qui prend quoi. C'est ça la différence que je fais. Oui, il y a un des éléments de la théorie du U qui est comment ça réveille quelque chose en moi et pourquoi du coup, ça provoque quelque chose. Mais en fait, c'est surtout comment tu utilises ça pour faire une réelle dynamique de collaboration
basé sur la manière dont les gens se sentent. Ok. Si je prends un autre exemple, c'est incalculable le nombre de fois où tu te frites avec quelqu'un. Alors, ça dépend des types de personnalités, mais tu t'agaces avec quelqu'un parce que tu as vu ce qu'il a fait en réaction. En fait, là, la question, c'est ce qui se passe en moi et du coup, comment j'interroge. Donc, il y a une question d'Ophélie, c'est comment on peut s'informer. Il faut vraiment aller à la source, il ne faut pas aller sur les dérivés. Et typiquement, la formation de référence est celle qui est délivrée par Otto Scharmer. Il y a des sessions de formation tous les 3 mois environ. Il y en a en anglais, il y en a quelques-uns en français, mais moins. Ça, je crois qu'en français, c'est 1 fois par année. Et c'est un processus, en fait, où on l'expérimente. Et c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est peut-être difficile à percevoir. Donc, c'est hyper cadré, en fait, hein, le processus en lui-même. Le processus de modération en lui-même, effectivement, a toute une série d'étapes. Ouais. Après, si on veut s'inspirer de ça, ce qui est important, effectivement, si je devais résumer ça d'une autre manière, c'est pour créer une vraie collaboration, il faut être sur les objectifs communs, les intentions communes et donc les valeurs, et ça s'explicite, et pas uniquement sur une répartition de tâches. Parce que si on est uniquement sur une répartition de tâches, il y aura des fâcheries qui sont d'un autre type. Il n'y aura pas un élan du cœur qui crée la collaboration et qui fait perdurer la relation, en fait. Ouais, juste une question, s'il reste encore un petit peu de temps. C'est top, hein, effectivement, l'intelligence collective. Je suis une fervente convaincue de ce mode de fonctionnement. Alors, que ce soit pour à des degrés différents, juste partage de bons tuyaux ou alors partage de compétences ou aller carrément jusqu'à s'associer. J'ai une question qui est toute basique, c'est où est-ce qu'on les trouve, les gens avec qui on peut s'associer ou partager des bons tuyaux, on les trouve où? Alors, ça dépend du niveau. Si tu veux simplement, en guillemets, chercher un associé, il y a par exemple des plateformes qui existent pour cela. C'est souvent une question qui m'est posée, c'est sur comment on trouve un associé. Donc, alors, soit tu vas faire du réseautage, mais voilà, c'est un peu sur la chance. Soit il y a une plateforme, je vais essayer de retrouver le nom, qui existe en France, mais elle est active en Suisse aussi, où tu dis je cherche un associé ou je cherche à l'inverse, ou à l'inverse, j'ai envie de m'engager dans un projet entrepreneurial, mais je n'ai pas d'idée. Et tu peux effectivement chercher des binômes. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, ben, voilà, moi, j'ai donné 3 lieux qui peuvent vous inspirer sur comment aller chercher des pairs. PAIRS, hein, si jamais. Ben voilà, un espace de coworking qui crée la collaboration. Donc, nous, on est aux eaux vives. Vous pouvez venir nous voir. Néonomia, que j'ai nommé, ben, voilà, c'est une autre dynamique. Ce n'est pas pour les mêmes types de projets. Par exemple, si vous êtes une asso, ben ça ne marchera pas. Je ne dis pas de bêtises, hein, vous ne prenez pas d'asso. Hein. Ça ne marchera pas via Néonomia, mais en revanche, nous, oui. Enfin, après, il faut trouver la communauté qui vous ressemble. Il y avait tout à l'heure Louisa aussi qui faisait la présentation, parlait de la Chambre d'économie sociale et solidaire. N'importe. Il faut trouver la communauté qui vous ressemble. Souvent, ça peut être via des lieux, donc typiquement un espace de coworking. Des vrais espaces coworking, un Régus, ça ne marche pas si jamais. Ce que j'entends par vrai, c'est basé sur un thème, sur un type de communauté. Identifier la communauté qui vous ressemble le plus. Et puis là, c'est quand même normalement le lieu où vous allez trouver le plus de similarités par rapport à vos intentions, quoi. Ça demande un petit peu de recherche. Mais en tout cas, commencez par les espaces de coworking, ceux qui vous semblent ressembler plus à votre intention. Et puis après, ce qui marche bien dans les questions, c'est, voilà, typiquement, vous venez nous voir, nous, et si jamais on pense que la communauté qui vous correspondrait, c'est autre chose, ben on va vous rediriger aussi. Enfin, en tout cas, les acteurs qui sont dans une bonne intelligence collective entre eux vont aussi avoir cette manière de dire, tu sais, toi, par rapport à ce que tu fais, il faudrait vraiment que tu ailles voir ces gens-là. C'est aussi par réseau qu'on les identifie, quoi. J'ai une petite question. Oui. En fait, oui, alors je rejoins tout ce qui a été dit, mais en fait, quand on débute, en fait, on est seul, on débute, il faut avoir plusieurs casquettes. Et à ce niveau-là, en fait, moi personnellement, là, je ne sais pas. Typiquement, les réseaux sociaux, c'est pas mon fort. Je dois le faire parce qu'il faut avoir quelque chose, mais je dois prendre quelqu'un. Collaborer avec quelqu'un fait qu'il faut le payer. Quand on débute, on n'a pas l'argent. Donc en fait, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, quand on commence, comment commencer avec quelqu'un quand on n'a pas le budget pour commencer avec quelqu'un et comment déléguer dans ce cas.
Alors, il y a plein de cas différents, mais je reprends l'exemple du coworking. Avant de créer celui-là, moi, je faisais partie d'un espace de coworking et il y avait dedans quelqu'un qui faisait du graphisme, il y avait dedans quelqu'un qui faisait ça. Alors après, il faut toujours clarifier parce qu'on ne peut pas donner… Ophélie, à bientôt. On ne peut pas donner à tout le monde, mais par exemple, en ce moment, nous, on a besoin pour notre plateforme d'un contributeur technique. On a demandé à un de nos coworkers qui peut nous faire quelque chose et du coup, il va nous faire alors dans ce cas-là, il va nous faire un effort financier. Mais dans d'autres cas, moi, j'ai eu plein de cas où en fait, moi, je rendais un service à une personne et puis l'autre me rendait un service et en fait, comme un peu les systèmes d'échanges locaux, c'est-à-dire que toi, tu donnes quelque chose puis tu gagnes X heures pour que quelqu'un d'autre te donne un coup de main. Donc, c'est vrai que si tu vas vers un lieu où tu as déjà une communauté de gens, tu facilites la possibilité que tu as soit une prestation dans certains cas gratuite, entre guillemets, mais toi, tu as donné quelque chose en retour, soit avec des prix réduits. Ça peut être des solutions, par exemple. Et puis, il y a souvent de solutions qui ne sont pas vues par les gens qui démarrent. Mais de nouveau, si vous vous rapprochez d'entrepreneurs un peu plus expérimentés, vous aurez accès à ces infos. Par exemple, tu parlais de réseaux sociaux, tu peux travailler avec des écoles qui ont besoin de faire des travaux de mémoire pour faire du graphisme, par exemple. Et puis, tu peux t'adjoindre des gens qui ont besoin, de toute façon, qui ont les compétences et qui peuvent contribuer au projet. Mais pour qu'ils aient envie de contribuer, il faut que tu clarifies le but de ton projet. Ce n'est pas juste j'ai besoin de quelqu'un pour me faire mes réseaux sociaux, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à valoriser un projet qui permettra de… Et là, tu as vraiment à ce moment-là un langage qui donne envie parce que tu explicites en fait à quoi ce que cette personne va faire va contribuer. Mais c'est vrai que ne pas déléguer, ne pas investir et tout faire soi-même, c'est un défaut qui est très présent chez les femmes entrepreneurs. J'en avais déjà la conviction, mais dans la plateforme, toutes les personnes qui sont dans le programme de mentorat doivent être inscrites sur la plateforme softways.ch où il y a déjà il y a un forum d'échange, il y a des formations en ligne, il y a différentes choses et il y a beaucoup plus qui vient parce que pour l'instant, on a mis en ligne période Covid et on n'a pas pu tout faire pour l'instant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a des statistiques du coup basées sur le diagnostic, sur les caractéristiques différenciées des femmes entrepreneurs par rapport aux hommes entrepreneurs. Et effectivement, il y a cette espèce de crainte à déléguer, à investir de l'argent qui fait souvent que la personne se retrouve à faire tout. Si en plus cette personne est perfectionniste, ça devient très, très compliqué. Et là, du coup, rentrer dans une logique d'aller vers une coopérative ou une association ou un espace de coworking, vraiment, ça peut changer la donne et éviter de se faire un burn-out 2 ans après, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est toujours une grande question. On a aussi souvent un Neonomia où nous, on s'adresse plus à des gens qui sont déjà lancés souvent, mais on est ouvert à tout. De savoir jusqu'à combien on investit quand on se lance, c'est une grande question. On est un petit peu contre l'idée que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut forcément s'endetter en créant une SARL ou en déposant 20 000 francs. Mais je pense qu'il y a un petit budget, en tout cas, il faut typiquement pour la com, et puis pas hésiter à se faire aider. Puis je voulais juste compléter à ce que disait Aurore, c'est juste pour moi, c'est se rapprocher de certains réseaux. Alors nous, on est proche de l'économie sociale et solidaire à Neonomia, par exemple, et la Chambre d'économie sociale et solidaire est un réseau, et rien que le fait de les rencontrer, de parler avec eux, ça fait déjà parler de notre future activité ou de notre activité. Il y a plein d'autres réseaux, quel qu'il soit, et ça, c'est déjà une démarche de com, je dirais, qui est tout à fait gratuite. Il faut juste être prêt à aller boire des cafés, comme je dis toujours, et rencontrer les gens. Ça me fait toujours rire quand je propose des cafés à des entrepreneurs parce que je trouve que c'est très, très important qu'ils me disent non, mais moi, je ne bois pas de café. Et à chaque fois, je leur dis, c'est le café, c'est un concept. C'est juste, genre, je suis d'accord de prendre 5 minutes avec toi et qu'on parle. Donc après, c'est toi qui vois, tu me bois un schnapp si tu veux, ça me va aussi. Mais viens, quoi. C'est exactement ça. Donc, se rapprocher des réseaux qui correspondent à ce qu'on fait et là où on veut s'inscrire, ça me paraît être hyper important. Bien sûr, une coopérative comme la nôtre, par exemple, là où on peut directement bénéficier des conseils, mais il n'y a personne qui va travailler gratuitement pour les autres. Ça, c'est un peu utopique de penser. Mais j'aimais bien la notion d'Aurore, de se dire, dans ce système U, il faut faire attention aux valeurs des personnes avec qui on est prêt à collaborer. J'entends par là pas que ce soit des valeurs qui vont dans un sens ou dans un autre, mais qu'ils soient
qui soient les nôtres, voilà, qui s'inscrivent dans le même ordre d'idées que les nôtres. Ouais. Louisa, tu voulais dire un mot? Oui, en fait, c'était peut-être juste pour dire quelque chose à Mounia, si j'ose. Vas-y. Quand j'avais commencé et que j'avais aussi pas un sou, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de l'aide à mes amis, à mes connaissances, à toutes les personnes un peu qui pouvaient croire au projet et puis qui étaient d'accord de donner un peu de temps gratuitement. Et c'est comme ça que je suis encore portée un petit peu maintenant parfois. Et ben, du coup, il y a le côté de la confiance qui ne se discute pas, vu que c'est des amis. Et puis en plus, ils vont faire un bon travail. Donc c'est vraiment à court terme. Après, il faut trouver une autre solution, mais pour le début, c'est pas mal au cas où. Bah, de toute façon, si vous ne demandez pas, vous avez 100% de chance qu'on ne vous aide pas. Et si vous demandez, bah, vous avez je sais pas, un pourcentage meilleur. Donc, du coup, ça vaut toujours le coup de demander, mais demander de manière explicite. C'est pas aidez-moi sur mon projet, c'est j'aurais vraiment besoin de quelqu'un qui ait telle compétence ou qui ait telle, etc. Connais-tu quelqu'un qui? Ça évite en plus oh, non, moi non, mais par contre, peut-être je connais quelqu'un d'autre et j'aurais faire. Donc, ça, vraiment, expliciter votre besoin et le communiquer, je pense que c'est peut-être le premier outil à avoir en tant qu'entrepreneur.